Et donc, on fait comment maintenant ? Normalement, on devrait arriver ailleurs et tomber sur de nouveaux indices. Après, si vous avez une inspiration subite, n'hésitez pas, hein. J'ai intégré votre réseau neuronal au flux fictionnel. Donc, normalement, ça peut fonctionner. Ah, d'accord. Attendez, vous avez fait quoi ? Oh, simple procédure de routine, hein. Vous inquiétez pas. Simple procédure, c'est vous qui le dites ? Bon, et du coup, t'as une idée ? Comme on parlait de lettres la dernière fois, j'ai bien une autre histoire sur le même thème, hein. Juste avec les Simpsons. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Les Simpsons en comics, on en parle généralement peu. Et c'est très étrange car d'après les chiffres de vente, ils font partie des séries les plus vendues, et notamment en France. Aux États-Unis aussi d'ailleurs, mais ne sont pas forcément repérables. Car si les numéros individuels se vendent assez peu, les recueils, eux, se portent diablement bien. Et il était sans doute temps qu'on parle des Simpsons quand même, surtout que leur éditeur historique en comics, Bongo Comics, vient de plier boutique tout récemment, en 2018, après 25 ans à publier des séries tirées des univers de Matt Groening. Attends. Les comics Simpsons se sont arrêtés ? Mais personne n'en a parlé. C'est te dire à quel point on ne regarde pas les comics Simpsons, malgré leur chiffre de vente assez impressionnant. Pour aujourd'hui, je voudrais revenir sur un numéro spécial Noël sorti en 2006, The Simpsons Winter Whinging, et principalement sur la première histoire du numéro, les lettres au Père Noël, écrit par rien de moins que Paul Dini lui-même et dessiné par Phil Ortiz. Alors je sais que je suis relou à t'interrompre tout le temps, mais... Paul Dini sur les Simpsons ? Oui, Paul Dini. Il a fait quelques histoires sur les Simpsons. Principalement des histoires de Noël d'ailleurs, maintenant que j'y pense. L'histoire commence à l'atelier du Père Noël, alors qu'un lutin au visage connu recherche le vieux barbu dans tout l'atelier. Il se trouve que, comme chaque année, il y a une ville dont le vieil homme n'a pas encore lu les lettres. Et, vous vous en doutez, il s'agit de Springfield, la ville de nos héros. Il se trouve que le Père Noël n'aime pas lire les lettres de Springfield qu'il juge trop malsaines. En effet, il préfère traîner au laboratoire Recherche et Développement en compagnie d'une version Simpson de Jingle Bell, un personnage de Paul Dini qui est censément la fille du Père Noël. D'ailleurs, t'as jamais parlé de Jingle Bell, je crois. Non, en effet, ça fait partie des choses qu'il faudrait que je fasse un jour. Parfois, 25 jours, c'est limite pas assez. Bref, on présente au Père Noël un nouveau prototype de robot pour punir les enfants passage. Et il s'agit bien sûr du fameux Père Noël robot de Futurama, parce que l'univers de Matt Groening n'est qu'un petit monde après tout. Et bien sûr, le vieux barbu n'est pas convaincu. Mais trêve de galéjade, il est temps de s'occuper, comme un lagaffe festif, du courrier springfieldien en retard. Tu sais, Marlon, une ville comme Springfield ne peut pas être définie par des critères simples comme gentil ou méchant. Mais bien sûr que si, c'est simple à faire, dire qui est gentil et qui est méchant. C'est mon fonds de commerce, je te ferai dire. Bien sûr, et de toute façon, ils auraient du mal à revenir pour faire une réclamation, n'est-ce pas ? Ah ça, j'avoue que c'est un avantage. Bref, le Père Noël décide de commencer par le pire de la bande avec une lettre de Bart Simpson, sauf que celui-ci avoue platement qu'il a été bien trop méchant pour mériter des cadeaux, et ne demande rien, puisque rien que le coût du maïs glacé devrait l'exclure à vie. Les autres habitants, eux, sont bien plus prosaïques. Par exemple, sa sœur Lisa Simpson, elle, plutôt que de souhaiter des cadeaux, déclare vouloir plutôt trouver de l'élèvement spirituel. Après, si tu m'as déjà acheté un poney, je l'accepterai aussi. Le comic book guy n'est pas en reste, puisqu'il demande énormément de choses très spécifiques, comme des éditions originales et autres choses du même tonneau. Roger Meyers, producteur tyrannique du dessin animé Itchy et Scratchy, lui souhaite faire un échange d'employés, forcément non payés, avec les lutins. Et bref, on n'aura pas la fin parce que le lutin principal refuse d'en entendre plus. Parfaitement compréhensible. Jusqu'à maintenant, c'est sur lui que mon criminomètre buzz le plus. Attends. Donc quoi ? Mon criminomètre. Mon détecteur de crime, quoi. Cherchant un peu de bon sens, le Père Noël décide de prendre la lettre de Ned Flanders, qui apparemment a décidé de donner tous ses cadeaux à son voisin, Homer Simpson. Et bien sûr, la lettre est fausse et a été faite par Homer lui-même. Le Père Noël, excédé, commence à parcourir vite toutes les lettres et commence à désespérer de trouver une seule de valable. Bref, le Père Noël décide de ne plus jamais passer par Springfield, quand le lutin tend au vieux barbu une dernière lettre.
Cette lettre vient d'Abe Simpson, le grand-père, et rappelle un épisode de la série télé, Simpson Christmas Stories, où Abe Simpson, Mr. Burns et le Père Noël s'étaient rencontrés sur une île déserte, en pleine Seconde Guerre mondiale. Touché par ce souvenir et le fait que le grand-père ne pense plus vivre très longtemps, le Père Noël accepte de le laisser l'assister une dernière fois, comme la lettre le demande, et de distribuer tous les cadeaux de Springfield. Et une fois que le Père Noël repart, une infirmière vient chercher le grand-père Simpson, qui explique qu'il attendait là car son petit-fils lui avait dit. Et oui, Bart Simpson sort des buissons et vole tous les cadeaux parce que c'est lui qui avait écrit la lettre qui a ému le Père Noël. Et, touche qui n'était pas du tout obligatoire, c'était en fait un rêve. Et fin. Sans le côté rêve à la toute dernière page, ce serait une histoire bien sympathique. Bon, même, faisons abstraction de cette dernière page. L'histoire est vraiment pas mal et l'idée du Père Noël qui lit les lettres et juge des persos d'une licence, c'est assez cool pour faire un comics licencié. Ouais. Bon, par contre, j'ai toujours pas plus d'idées sur ce qu'on doit faire ensuite, hein. Bah, comme j'arrête pas de vous le dire, il faut qu'on sorte et qu'on trouve des indices. C'est la meilleure chose à faire tant que les données sont pas traitées. Bon, après, soyons francs, hein, chaque comics que vous citez doit contenir un indice quelque part. Hein. Après tout, votre réseau neuronal est intégré au flux fictionnel. C'est comme ça que ça fonctionne. Attendez. Vous voulez dire que dans tous les comics dont a parlé l'autre Gugus, il y a des indices? Bah oui, c'est même pour ça qu'on se traballe cette eau de Gugus, comme vous dites, un peu partout. Attendez. Ça veut dire que si on suit en détail tout ce qu'on a dit, on peut déjà voir un fil conducteur apparaître? Ah, mais très certainement. D'ailleurs, j'ai quelques suppositions, mais pas suffisamment étayées pour que je vous les communique pour le moment. Bon, bah qu'est-ce qu'on attend? Allons-y.